Bonjour Mesdames, Messieurs, merci de suivre votre émission Point de vue. Nous sommes le dimanche 7 février 2021. La présidence sénégalaise de l'Union africaine pour la période 2022-2023 officialisée, le 34e sommet de l'organisation panafricaine qui se termine ce dimanche a dans le même temps entériné l'élection du président Félix Tshisekedi qui prend les commandes pour cette année 2021. Alors, au-delà des défis du moment auxquels fera face le président congolais, les enjeux du prochain mandat du président Macky Sall. Avec nous, pour mieux comprendre, le docteur Cheikh Tidiane Gadio, président de l'Institut panafricain de stratégie, ancien ministre des Affaires étrangères et vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour docteur et merci beaucoup de répondre à notre invitation. Merci Omar, et comme vous le savez, c'est toujours un immense plaisir que de répondre à votre invitation. Je trouve encore une fois que votre émission, comme je l'ai dit une fois, c'est accoucher les esprits, n'est-ce pas? C'est permettre aux compatriotes sénégalais et sénégalaises qui ont vraiment, et autres Africains qui ont des idées à partager, de pouvoir s'exprimer de la meilleure des façons. Merci. Donc je vous remercie pour l'invitation et vous félicite pour le travail que vous faites. Merci beaucoup, merci docteur. Devant un panafricaniste connu évidemment, la célébration en ce moment du 35e anniversaire de la disparition du professeur Cheikh Anta Diop sera forcément abordée. De même que la situation au Mali, puisque vous êtes envoyé spécial de l'OIF pour le suivi de la crise dans ce pays. Ce sera en deuxième partie d'entretien, mais d'abord le sommet de l'Union africaine qui se termine ce dimanche, avec une particularité cette année, il se tient en période de Covid et certainement donne encore plus de relief aux enjeux. Absolument, et pour ceux qui ne croient pas encore au Covid, je crois que c'est encore une leçon qui leur est donnée. Le Covid, c'est une affaire très sérieuse, c'est une affaire très grave, et c'est un virus qui tue, et qui nous a d'ailleurs enlevé, qui nous a pris ici au Sénégal d'éminentes personnalités sénégalaises dont nous saluons la mémoire, mais aussi des citoyens ordinaires sénégalais qui ont les mêmes mérites et droits que les éminentes personnalités que nous avons perdus parce que cette maladie est dangereuse. Et la conséquence, c'est que nos chefs d'État ont fait preuve de sagesse en décidant de faire un sommet virtuel. Oui. Dieu sait qu'ils ne voulaient pas un sommet virtuel, ils voulaient un sommet en présentiel. C'est une première, ça? C'est une première, justement, dans l'histoire de l'Union africaine, de l'OUA Union africaine. Et ils sont obligés, je dis qu'ils ne le voulaient pas, précisément parce qu'il y avait aussi l'élection de la nouvelle commission, qu'il est difficile de faire en virtuel, c'est-à-dire rester chez vous devant votre ordinateur et participer à une élection très complexe, une des élections les plus complexes de l'histoire des organisations modernes. Mais ils étaient contraints, mais quand même le président Tshisekedi a fait le déplacement d'Addis Abeba pour parler à l'Afrique, comme on dit, les yeux dans les yeux. Et il faut le féliciter, l'encourager, le soutenir, précisément parce que son mandat aussi, quelque part, prépare la suite qui est le mandat du Sénégal, en solidarité panafricaine entre les deux pays. Évidemment, en lien avec justement le contexte de Covid, on a entendu le président Macky Sall, par exemple, se prononcer sur la question importante du vaccin. L'accès équitable à tous, c'est un enjeu important. C'est un enjeu extrêmement important, c'est un enjeu même central. Et puis doublé de grands débats idéologiques, politiques et économiques. Au-delà du vaccin, il y a le vaccin lui-même et ce que cache le débat sur le vaccin. On a besoin du vaccin parce qu'on n'a pas trouvé de remède curatif qui permettent aux citoyens de guérir immédiatement s'ils sont contaminés. Ensuite, même si on l'avait trouvé, il est important de prévenir plutôt que de guérir, comme on dit, c'est-à-dire permettre aux citoyens du monde entier de se prémunir de ce virus qui nous a tous pris de court, qui nous a montré sa force de frappe, sa capacité de mutation et qui est venu dominer le monde. Ce virus est au sommet aujourd'hui du monde et fait ce qu'il veut. Alors, le président a raison de le dire parce que pour les Africains, il y a le débat sur l'accès, c'est important. Et ce débat, à mon avis, pourquoi il est important, c'est que ce qui aujourd'hui monopolise les premières productions et les destinent essentiellement à leur population. Comme disait l'autre, le directeur général de l'OMS, que nous saluons d'ailleurs, un compatriote africain, qui disait que le nationalisme en matière de vaccins pose problème. Il a raison. Parce qu'à quoi sert-il qu'un virus qui a quitté Wuhan en Chine
un marché, une ville qui aujourd'hui a contaminé des millions et des millions d'êtres humains, est en train de tuer à tour de bras à travers le monde, à quoi sert-il d'immuniser même 80% de l'humanité et d'isoler des populations infectées et ne pas leur donner une chance aussi de guérir et d'éradiquer le virus. C'est-à-dire, c'est un cercle vicieux parce qu'on se prémunit, on se protège et après on laisse le virus continuer à se répandre. Je crois que la stratégie contre Ebola, l'isoler dans un endroit, le combattre, l'éradiquer, et on n'en parle plus pour l'instant, cette stratégie est meilleure. Donc de ce point de vue, le vaccin, c'est une question démocratique à la limite, l'accès démocratique. J'ai un ami qui s'appelle Farbala Amin Sall, un brillant cadre des politiques de santé publique. Il me disait toujours en Afrique, le problème de la santé publique, le problème de la médecine et tout, les gens parlent souvent d'accès, mais il faut se battre contre l'inaccès. Et que l'inaccès, voilà, l'inaccès est beaucoup plus important parce que l'inaccès parfois est organisé de façon malencontreuse, comme dans le cas d'espèces d'aujourd'hui. Mais nos pays ont eu le réflexe et la sagesse, dans le cadre de l'Union africaine, de travailler avec le projet COVAX, avec l'Union africaine, avec l'Alliance Gavi et avec une autre organisation qui prépare les pays à la lutte contre les grandes pandémies. Donc tout cela mis ensemble, 192 pays aujourd'hui se sont coalisés pour faciliter l'accès aux vaccins. Il est prévu que 2 milliards de vaccins seront bientôt livrés, en 2021 en tout cas, et donc nos pays auront leur dose. Et en plus, l'alliance, le mécanisme COVAX n'interdit pas aux pays de développer une approche bilatérale, bilatérale avec d'autres partenaires. Parce que ce qui est intéressant, c'est que le vaccin, l'accès au vaccin aujourd'hui, c'est pas l'accès, je veux dire, mais la production, la recherche et la production, ça c'est véritablement démocratisé. La Chine, la Turquie était impliquée, la Russie, l'Amérique. Malheureusement, les premiers d'avant, les maîtres du vaccin qui l'ont inventé, la France, la puissance allemande et tout ça, ont eu des problèmes à créer leur propre vaccin. Mais il ne faut pas aussi les blâmer parce que leurs technologues et leur laboratoire restent extrêmement puissants et compétitifs. Donc c'est une chance pour l'humanité que de pouvoir développer tous ces vaccins. Maintenant, qu'en est-il de l'Afrique? Quand l'Inde a produit son vaccin, quand est-ce qu'on nous donnera aussi une chance de produire? De produire parce que Dieu sait que nous avons des compétences africaines. On n'a pas, entre guillemets, à rougir de nos compétences africaines. Quand vous discutez avec le professeur Seydi, quand vous discutez avec le professeur Sall de Pasteur, quand vous discutez avec Mme Khemes Ngom, quand vous discutez avec tous ces cadres, je regrette de ne pas pouvoir citer tout le monde, mais ils vous font plaisir, juste le fait de les écouter. Mais pourquoi on attend qu'on nous donne la chance d'en produire? Pourquoi on ne le fait pas directement? Alors, le président Macky Sall, par exemple, a commencé une initiative à saluer. Je crois qu'il a été tellement émerveillé et touché par le surgissement de ces hautes compétences nationales lors de l'arrivée du Covid, du virus corona, qu'il a pas seulement modernisé, mais il a offert un centre, un service des maladies infectieuses flambant neuf au professeur Seydi, avec qui je discute souvent et qui s'en est profondément réjoui, lui et tout le corps médical. C'est ça. Donc je pense que ce sont des démarches comme ça. Mais encore une fois, le grand drame pour nos pays, pour le Sénégal comme pour les autres, chacun d'entre nous, pris individuellement, atteint très rapidement ses limites. Très bien. Si nous acceptons de mutualiser ce qu'on a tenté ici, parler aux autres, aller ensemble. Comme disait l'autre, si vous voulez aller vite, allez seul. Si vous voulez aller loin, allez ensemble. Donc les Africains doivent aller ensemble, particulièrement par rapport aux défis du Covid-19. Très bien. Alors, art, culture, patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons, c'est le thème quand même de ce sommet, en dépit du contexte que nous voulons de décrire, le Covid. En lien, effectivement, avec ce thème-là, le Sénégal, on le voit aussi, est au cœur de ce qu'on a envie de construire du point de vue du patrimoine historique à travers ce que le président Macky Sall a également annoncé, l'édification du mémorial de Gorée. Absolument un événement extraordinaire, attendu depuis très longtemps, voulu, désiré par la diaspora africaine, qui est un pilier du panafricanisme, cette diaspora, et le Sénégal, qui est un pays naturellement panafricaniste. Et je pense que c'est une initiative à saluer. Le fait que les financements seront mis en place ou sont mis en place et qu'on aura ce mémorial enfin,
Il faut saluer aussi l'œuvre inlassable de mon ami le poète Amadou Lamine Sall et de ses amis longtemps battus. Oui, qui se sont battus longtemps sur ces questions. Et comme vous dites, c'est un marqueur pour le Sénégal, un tournant. On a toujours été un pays quand même très respecté. Le musée des civilisations noires, aujourd'hui, je ne peux pas écouter la radio, les radios étrangères pendant 1 ou 2 jours sans entendre parler du musée des civilisations noires dirigé par mon ami Hamadi Bokoum. Je pense que nous faisons quand même des progrès. Oui. Et on a encore beaucoup à faire parce qu'on a beaucoup à offrir au monde. Très bien. Mais Omar, si vous permettez une petite parenthèse avant de refermer le volet Covid, je voulais juste dire un mot. Moi, ce qui me désole un peu, c'est que quand nos experts se lèvent, nos États avec des moyens limités, essayent de mener une bataille contre un danger aussi problématique qui neutralise nos économies, qui empêche nos enfants d'étudier dans de bonnes conditions, au lieu d'avoir une prise de conscience aiguë pour aider justement les politiques publiques et les politiques de protection des citoyens, ce sont parfois nos propres citoyens qui vous disent que le Covid n'existe pas. Ils sont toujours dans le déni, là. Et moi, j'ai entendu des gens dire que quand ils se réveillent le matin, avant de sortir de leur maison, s'ils récitent leur sourate de Ayatul Kursiou, ils vont revenir sains et sauf le virus ne peut pas les atteindre. C'est bien d'être aussi croyant, d'avoir confiance en sa religion. Mais ce n'est pas bien du tout de faire des choses que l'islam interdit. L'islam n'est pas contre la science. Il n'y a aucune religion qui est contre la science. Donc il faut un appel à nos citoyens. S'il vous plaît, aidez le pays, aidez l'Afrique. Arrêtez vous-même de propager le virus. Quelqu'un disait, le virus n'a pas de jambes pour se déplacer, mais il a des amis qui ont des jambes et qui sont irresponsables. C'est ça. Donc il faut prier pour que nos compatriotes comprennent la gravité de cette situation. Et maintenant, pour revenir sur le thème de art, culture et patrimoine, des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons, je trouve que c'est un excellent thème qu'il faut saluer. Avec maintenant l'utilisation qu'on va en faire, parce que depuis 1960, depuis les indépendances, tous les thèmes, Cheikh Anta Diop, nation, nègre et culture, Senghor, la culture est au début et à la fin du développement. Les Africains ont toujours cru en la culture et au fait que nous avions une avance relative sur le reste du monde en matière d'art, de culture et de patrimoine. Mais on ne les a pas suffisamment valorisés. On a Ousmane Sow, sculpteur sénégalais, le meilleur sculpteur d'Afrique, qui est presque mort dans l'anonymat dans son propre pays. De grands artistes des arts et tout, les Sembène Ousmane et tout ça, ils sont partis presque sur la pointe des pieds. Il faut une rupture épistémologique quand on aborde les questions de l'art, de la culture, et du patrimoine, qu'il n'y a aucun peuple au monde qui a connu la Renaissance, qui a rebondi, qui a prouvé sa résilience, sans s'appuyer d'abord sur des leviers comme ça. Son passé, ses traditions, son art, sa culture, etc. Donc là aussi, il faut saluer cette idée de l'Union africaine. Avec le seul bémol, qu'en 2020, l'Union africaine a fixé un objectif que j'avais trouvé relativement irréaliste. Faire taire les armes en 2020. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, même le pays d'accueil de l'Union africaine, l'Égypte était entrée en guerre, l'Éthiopie était entrée en guerre dans son propre pays contre une de ses régions. Ce qui est tout à fait inconcevable. On ne veut pas arrêter la guerre en faisant la guerre. La République démocratique du Congo, qui prend aujourd'hui la tête de l'Union africaine, cette République démocratique du Congo n'a jamais connu la paix depuis la mémoire que nous devons d'ailleurs saluer de Patrice Lumumba, assassiné exactement il y a 60 ans, en janvier 1961. Et donc, faire taire les armes, le Darfour reprend la guerre, ça se calme un peu en Libye, au Mali ça s'intensifie, la violence est partout. C'est un chantier complexe. C'est un chantier complexe et on devait dire faire taire les armes en Afrique dans la prochaine décennie ou dans le prochain quinquennat et avec encore une fois la réponse à la question du comment. Le comment, c'est la mutualisation. Aucun pays africain tout seul ne peut régler ses problèmes. Donc aujourd'hui, on dit art, culture et patrimoine. Il faut aussi prendre ce thème très au sérieux. Et le président Tshisekedi, hier, dans son discours, a dit quelque chose de magnifique. Sortons l'Union africaine des salles de conférence, amenons l'Union africaine dans les salles de classe, dans les marchés populaires publics, dans les villages, parlons à nos citoyens. Pour une meilleure appropriation de ces citoyens. Parce que l'Union africaine n'appartient pas aux chefs d'État. Contrairement aux critiques qui leur étaient faites avant, que c'était le syndicat des chefs d'État, la vraie rupture, c'est que l'Union africaine soit l'Union africaine des peuples. Absolument. Mais les peuples ont aussi des États, c'est clair, qui les dirigent et autres. Donc, cet appel-là du président Tshisekedi est extrêmement important. Mais moi, je lui poserai la question très respectueusement. Monsieur le Président, quand vous serez dans les classes, salles de classe, dans les marchés publics, dans les champs, qu'est-ce que vous allez dire aux Africains? Que c'est normal que l'Afrique soit balkanisée en 54 États? Non.
Est-ce que vous allez promouvoir l'unité africaine, l'unité politique du continent, l'intégration africaine, et leur dire que nous sommes le continent le plus riche du monde, où habite le plus grand nombre de pauvres du monde, ce qui est tout à fait insensé et inacceptable. Est-ce que vous allez leur rendre cette fierté africaine et montrer qu'on doit aller à l'assaut des défis du développement? Agriculture, éducation, santé, infrastructure, les chantiers sont immenses. Mais si les Africains ont la volonté de redresser ce continent, on a tous les atouts pour le faire. Reste maintenant la volonté politique de nos dirigeants d'accepter l'unité. Est-ce que lui, président Tshisekedi, et ses pairs qui sont avec lui, ils peuvent tenir ce langage à nos populations? Extrêmement important. On va arriver à la présidence sénégalaise, hein, mais vous avez dit tout à l'heure que le mandat du président en exercice qui prend les commandes, le président Félix Tshisekedi, est important pour le président Macky Sall. En quoi exactement? Justement, c'est-à-dire que la chance que nous avons, c'est, je vois deux atouts majeurs. Hein. D'abord, deux chefs d'État, ce qu'on appelle les enfants post-indépendance. Ils sont nés après les indépendances. Ils ne sont pas dans la dynamique de régler les comptes avec le passé colonial qu'ils auraient vécu eux-mêmes. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont nés après. Donc, les enfants de l'indépendance doivent être des enfants, des dirigeants nouveaux. Donc, nous espérons que tous les deux, ils vont incarner un nouveau leadership en Afrique. Ça, c'est un. Deuxièmement, il se trouve qu'ils sont des amis. Et Dieu a fait que leurs régions les ont désignés à l'unanimité pour les représenter à la direction rotative de l'Union africaine. Et avant, la présidence en exercice était purement symbolique. Pourquoi? Parce que l'Afrique refusait encore une fois l'unité. L'Afrique prétendait être unie au sein de l'OUA, au sein de l'Union africaine, en réaffirmant d'abord à chaque réunion, en première phrase, nous sommes une association d'États libres, indépendants et souverains. Alors vous êtes indépendants et souverains et vous voulez vous unir. Et chaque fois que quelque chose ne vous plaît pas, vous arguez de votre souveraineté ou de votre indépendance pour ne pas adhérer. Cette mentalité est en train de changer. Pourquoi? Sous le coup, par exemple, du terrorisme, des problèmes de sécurité, chacun se rend compte que c'est de la vanité que de dire que nous sommes des États souverains et indépendants. Nous ne le sommes pas. Et nous devons être des États souverains, certes, mais des États souverains et interdépendants, comme sont les États-Unis d'Amérique, comme la Fédération indienne. Les États qui composent ces fédérations sont quelque part souverains dans des domaines qu'ils n'ont pas mutualisés au niveau fédéral. Ils ont choisi l'armée, la diplomatie, le commerce extérieur, la monnaie commune. Tout le reste sont les États qui les prennent en charge, avec l'appui maintenant du système fédéral qui est puissant, qui a des ressources et autres. Donc, en Afrique, on est en train d'évoluer. Le poste de président en exercice n'est plus un poste symbolique. Le président Kagame a eu un excellent mandat qui a été salué par tout le monde, qui a montré que l'Afrique peut faire bouger les choses, nos dirigeants peuvent faire bouger les lignes s'ils en ont la volonté politique. Le président Ramaphosa a voulu faire un très bon mandat. Malheureusement, le Covid est aussi venu nous montrer la vanité des démarches des chevauchés individuels. Donc aujourd'hui, on est en train de mutualiser, de nous mettre ensemble. Maintenant, le président Macky Sall et le président Tshisekedi, en bonne intelligence, au lieu de bénéficier chacun d'un mandat d'1 an, ils pourraient bénéficier quasiment d'un mandat de 2 ans. Pourquoi? Parce que l'un fera des choses dans le cadre de ce qu'on appelle la troïka de l'Union africaine. Le président sortant, Ramaphosa, le président entrant, Tshisekedi, et le futur président, le président Macky Sall. Ces trois-là peuvent aussi révolutionner le concept de troïka. Avant, vraiment, la troïka était symbolique. Elle ne se réunissait presque pas. Mais que ces trois chefs d'État restent en contact permanent. Imaginez, Ramaphosa, la puissance sud-africaine. Tshisekedi, la plus grande puissance africaine pour moi, la RDC. De par ses richesses, quoi. Mais de par ses richesses, et 2 400 000 km². Près de 100 fois le Rwanda. Le Rwanda fait 26 000 km². La RDC, avec toutes les richesses du monde, le pays le plus riche potentiellement du monde, son président est dans cette troïka. Et le Sénégal, qui a été un symbole de la démocratie, de l'intelligentsia africaine, des grands érudits religieux, le Sénégal est un pays phare en Afrique. Et de ce point de vue, l'Afrique a besoin du Sénégal, de la RDC, de l'Afrique du Sud et de tous les autres pays, bien entendu. Mais ces trois pays, en combinant leur intelligence, leur expérience, leur combat, leur lutte, serviront l'Afrique. Mais chaque président aura un mandat à lui, basé sur son identité propre, mais ils peuvent mutualiser encore et s'entraider. D'accord. Maintenant, quand on prend le mandat du président Macky Sall, sur la base de ce que vous dites, on ne peut plus donc
parler d'une simple rotation. Finalement, le poste est éminemment important. Il est devenu très important, comme je l'ai écrit d'ailleurs. Il a pris de la chair, il s'est bonifié, le poste. Et tous les Africains aujourd'hui, parlez aux jeunesses africaines, sont très reconnaissants au président Kagame. Ils pensent qu'il a conduit des réformes importantes, qu'il a parlé des start-up, il a modernisé l'économie du Rwanda, malgré la catastrophe qu'a été le génocide au Rwanda en 1994. La résilience, comme je dis souvent, ce n'est pas la capacité de résister au malheur, mais c'est la capacité non seulement de les absorber, mais de rebondir. C'est surtout ça l'aspect résilience. Et le Rwanda l'a prouvé. Et les jeunesses africaines parlent de Kagame de ce point de vue. Et ils parlent aussi de Kagame du point de vue du combat qu'il a mené avec d'autres chefs d'État africains pour la ZLECA. Moi, je les entends dire ZLECAF. Vraiment, moi, ce n'est pas moi de décider, mais moi, je suis pour la ZLECA. C'est très simple. Zone de libre-échange continentale. Quelqu'un a caractérisé le nom. Au début, ils avaient dit ZLECA. Après, ils ont dit ZLECA. Après, ils disent ZLECAF. On n'a pas la CAF du football. Ça, c'est l'économie, c'est le commerce, c'est les échanges et tout ça. Mais ce n'est pas important. L'idée, c'est que la ZLECA... L'Afrique, ça veut tout dire, quoi. Voilà. Zone de libre-échange continentale ou du continent africain, c'est ZLECA, et puis on avance. Mais il faut matérialiser la ZLECA très rapidement. Et là, Kagame a fait un bon boulot. Moi, mon espoir, que le président Tshisekedi fasse un très bon travail dans la continuation de la lutte contre le Covid-19. C'est impératif que l'Afrique marque des points extrêmement importants. Maintenant, la sagesse basée sur l'expérience et la meilleure maîtrise de cette maladie nous amène à dire que le Covid-19 ou le coronavirus de 2019 ne va pas disparaître en 2021. Il y a même des laboratoires qui annoncent leur vaccin en fin 2021. Donc les scientifiques semblent maintenant penser qu'on est parti quand même pour un moyen terme, pas le court terme. Donc certains parlent de 2023, 2024 ou même 2025 pour éradiquer complètement cette maladie. Espérons que l'histoire s'accélère et qu'on l'éradique dans 1 an, dans 2 ans. Cela veut dire que le président Tshisekedi et l'Afrique devront remporter de grandes victoires contre la pandémie en 2021 et le président Macky Sall aura à parachever ce travail ou à l'accélérer ou à l'amener à un autre niveau, n'est-ce pas? Donc voilà encore une question de solidarité entre les deux chefs d'État. Très bien. Et comment Tshisekedi peut marcher sur ces deux jambes, gérer la pandémie et respecter le thème de l'Union africaine, art, culture, patrimoine, le levier pour construire l'Afrique que nous voulons. Et moi, j'ajouterai bien entendu toujours dans l'approche panafricaniste. D'accord. Et donc, sous ce rapport, je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de choses ensemble. Mais est-ce que vous pensez que le président Macky Sall, même si vous dites que le Covid sera encore là, il serait peut-être... il ne serait pas bon pour lui, en tout cas, de réduire son mandat sur le front médical avec le Covid, parce qu'il y a d'autres défis. Extrêmement important ce que vous venez de dire. En écoutant hier le discours de notre ami et frère Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, il a donné raison à nos chefs d'État durant le mandat l'année passée d'avoir mis cap sur la lutte contre le Covid-19 parce que c'était la priorité mondiale. C'était une question de vie humaine à sauver chaque jour. Donc on a mis la priorité. Mais maintenant, il a rappelé que tout ça se déploie quand même dans un contexte où les guerres continuent, les conflits continuent de tuer en Afrique. Le terrorisme, moi j'appelle ça la deuxième grande pandémie, et peut-être qu'on en discutera un moment, la deuxième grande pandémie qui a frappé l'Afrique, pandémie silencieuse et non maîtrisée par nos États. On ne lui donne pas encore l'importance que cette pandémie a, parce que ça s'est métastasé, c'est un peu partout en Afrique. Peut-être qu'on aura la chance d'en parler. Donc le président Macky Sall, dépendant de ce qu'on a pu réussir avec les vaccins, avec le mandat du président Tshisekedi, devra lui emboîter le pas en parachevant ou en accélérant les acquis. Mais il avait posé quand même 2 débats centraux en Afrique qu'on ne peut pas ignorer, la question de la dette et la question du siège permanent de l'Afrique au Conseil de sécurité avec droit de veto. Comme j'ai dit dans une déclaration, ce droit-là n'est plus négociable et ne peut plus être différé. Il n'est plus négociable, il ne peut plus être différé. C'est une injustice fondamentale que d'avoir 1,2 milliard ou 300 millions d'habitants de cette planète dans 54 États membres des Nations Unies et se contenter de demander de rester dans l'Assemblée générale et d'envoyer 2 membres non permanents qui n'ont aucun pouvoir au Conseil de sécurité, c'est inacceptable. L'Afrique, pour sa propre sécurité humaine,
protection du continent, protection de nos richesses, l'Afrique a besoin d'un membre permanent, assis au Conseil de sécurité, avec droit de veto comme tout le monde, à moins qu'on enlève le droit de veto aux autres, auquel cas on accepterait qu'on l'enlève, sinon on prend le droit de veto. Et il est urgent que les Africains mettent de l'ordre dans leur maison. Et ça, le président Macky Sall pourra jouer un rôle très important avec son frère Tshisekedi, qui sera encore dans la Troïka, et le futur président de l'Union après le président Macky Sall. Il faut que tous ils travaillent ensemble. Absolument. Et dire à la communauté internationale que ce n'est plus une demande amicale, fraternelle que nous faisons, c'est une exigence. Nous voulons un siège de membres permanent au Conseil de sécurité avec droit de veto ici et maintenant. Et l'Afrique s'arrangera pour s'organiser et désigner un pays africain pour venir s'asseoir sur le siège de l'Afrique. Et si ce pays déploie le mandat de l'Afrique, on est tranquille. Très bien. Le jour où il commencera à développer un mandat national, on va lui retirer ce mandat et mettre un autre pays. Mais dire qu'on envoie l'Union africaine s'asseoir avec la France, qui n'est pas une union de pays, la Chine, qui n'est pas une union de pays, ce n'est pas cohérent. Les 5 membres permanents sont des pays. Il faut que l'Afrique envoie un pays. Et c'est parce qu'on a peur maintenant, du moment où on doit désigner le pays, que les Africains eux-mêmes traînent les pieds sur la question du siège permanent, parce qu'ils ont peur d'un clash entre pays africains. Ça, quelqu'un comme le président Macky Sall, avec la modération et l'estime que lui vouent beaucoup de ses collègues, je pense qu'il pourra jouer un rôle très important pour dire qu'on calme le jeu. L'enjeu, ce n'est pas ça. L'enjeu, c'est que l'Afrique soit représentée et défendue dans un monde de plus en plus complexe, où ceux qui ne sont pas à la table ne participent pas au dîner. Ils sont exclus du banquet de l'universel, c'est inacceptable. D'accord. A priori, donc, il n'y aura pas de difficulté au regard des thèmes ou des positions qu'il prend, mais est-ce que vous voyez un thème majeur sous lequel il pourra placer son mandat afin de le réussir? Alors, c'est difficile, si vous voulez, on peut peut-être brosser des thèmes comme ça généraux, mais un chef d'État, c'est lui qui décide en dernier ressort, et c'est lui qui pointe le doigt vers ce qui lui semble faisable, réaliste, et qu'on peut, disons, achever en temps réel, parce qu'un an, ça va très vite, n'est-ce pas? Mais je pense que sur la dette africaine, il a déjà pris un leadership. C'est une option pour lui. Parce que, figurez-vous que l'Afrique, on l'a calculé tout de suite en venant avec un ami, l'Afrique au sud du Sahara, sans parler donc de l'Algérie, du Maroc, Tunisie, Égypte, etc., mais l'Afrique au sud du Sahara doit 275 000 milliards de francs CFA comme dette publique et dette privée. 275 000 milliards. J'ai voulu le traduire parce que c'est 500 milliards de de dollars américains. Ça veut dire 275 000 milliards de francs CFA. Où est-ce qu'on va trouver la croissance économique qui nous permette de maîtriser nos économies, de faire avancer nos économies et en même temps de repayer nos dettes conformément à des engagements éthiques que nous avons pris? Donc l'annulation de la dette est une revendication qui est plus que compréhensible. Et il est arrivé dans l'histoire que des pays annulent des dettes, des puissants, parce qu'ils ne veulent pas que les marchés africains s'effondrent, que l'Afrique déclare une cessation de paiement général, banqueroute générale, plus rien n'est payé, tout le monde perd. Il est arrivé qu'ils refinancent même la dette des pays, qu'ils les rééchelonnent, qu'on trouve des mécanismes pour que la dette n'étrangle pas l'Afrique. Je dois dire que le président Abdoulaye Wade a mené un combat héroïque contre la dette de l'Afrique au début de son mandat. C'est ce qu'il avait mené d'ailleurs, en partie à créer le plan Oméga, pour qu'on règle la question de la dette et qu'on règle la question des infrastructures. Et je pense que c'est un grand combat. Et lui et le président Macky Sall ayant des liens historiques qu'on connaît. Sur la dette, je pense que le président Macky Sall peut amener un langage neuf. Ensuite, l'intelligentsia africaine se mettra autour de lui sur cette question. Le siège de membre permanent, l'intelligentsia africaine se mettra autour de lui. Un autre thème qui est extrêmement important, c'est demander aux scientifiques africains de venir s'asseoir autour d'une table. Les chercheurs, les médecins, les épidémiologistes, les infectiologues. Moi, j'ai rencontré un jeune Sénégalais à Paris, il m'a vu, il a couru derrière moi. Monsieur Gad, c'est vous, monsieur Gad, il m'a salué gentiment et tout. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, je suis médecin, vaccinologue. Vaccinologue. C'est un pharmacien vaccinologue. C'est la première fois que j'entends ce mot. Je lui ai demandé, il m'a expliqué. Et il est dans une pharmacie et il travaille dans des recherches de vaccins, spécialisés des vaccins. Je trouve que nous avons les cadres, les compétences. Si on mutualise un président comme le président Macky Sall,
vu son âge, vu l'état d'esprit, vu l'engagement pour l'Afrique, il peut faciliter. Ces intellectuels, ces cadres ne demandent que ça. Une oreille attentive, quelqu'un qui leur dit, venez, comment on peut vous aider, vous qui savez, vous qui pouvez nous montrer la voie à l'Afrique, comment on peut vous aider. Et moi, je parlerai à mes pairs, je parlerai à nos partenaires internationaux. Voilà, par exemple, des thèmes, des cadres, et ça, c'est... Il y a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup d'autres thèmes, comme la question du développement des infrastructures, le NEPAD, par exemple. Le NEPAD, lui, il a dirigé le NEPAD. Dès son accession au pouvoir en 2012, au sommet suivant, en juillet, on lui a confié le NEPAD. Donc, il maîtrise parfaitement les rouages du NEPAD. Là aussi, un hommage doit être rendu à l'ancien président du Sénégal, qui, avec Obasanjo, Thabo Mbeki, ont mis en place le NEPAD. Mais le président Wade, historiquement, a eu raison sur ses pairs. En 2002, il leur a dit, attention, faire du NEPAD une structure où on discute, on passe beaucoup de temps à parler, ça ne règle pas les problèmes de l'Afrique. Mettons que dans 10 ans, on dise qu'on a construit le chemin de fer Dakar-Djibouti, l'autoroute Cape Town en Afrique du Sud, que les autoroutes, les infrastructures, les ponts, partout en Afrique, si on le fait, on dira les générations suivantes diront qu'on a travaillé. Plutôt qu'à faire des réunions sur la bonne gouvernance, ce qui est important, la bonne gouvernance, très important. Mais le mettre comme centre et comme critère, à l'époque c'était ça l'objectif de Thabo Mbeki. Mais le président Wade a aidé le NEPAD à être beaucoup plus concret, tout en aidant les pays à améliorer leur gouvernance, lutter contre la corruption. Tout ça c'est excellent et on s'était entendu sur ça. Donc le président Macky Sall, sur le NEPAD aussi, peut apporter quelque chose à l'Afrique, vu son expérience, vu le pays dont il est originaire, qui est membre fondateur du NEPAD. Et je pense que vous avez bien raison d'évoquer cette question. D'accord. Alors, la résolution des crises, tout à l'heure on parlait des questions de sécurité, la paix en Afrique. La résolution donc, des crises dans les pays sera un centre d'intérêt aussi pour les présidents en exercice de l'Union africaine. Justement, le Mali, vous êtes envoyé spécial de l'OIF pour le suivi de la crise dans ce pays. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, comment se présente la situation? Extrêmement difficile. Elle s'est beaucoup complexifiée pour plusieurs raisons. Mais je vais préciser quand même que je parlerai avec une double casquette. D'abord la casquette OIF, comme envoyé spécial, pour ne pas faire dire à l'organisation ce qu'elle n'a pas dit. Et moi, je dirai après, au nom de l'IPS maintenant, nous, notre vision stratégique du futur du Mali dans le cadre du Sahel, ce qui dépasse un peu le mandat à l'OIF, n'est-ce pas? Donc, dans le cadre du mandat à l'OIF, j'ai eu la chance de me rendre au Mali. J'ai eu un accueil extraordinaire, tellement fraternel que je me suis rendu compte que j'avais raison de penser que le Sénégal et le Mali sont des pays jumeaux, des pays frères, que tout nous lie et que tout ce qui fait mal à un Malien doit faire mal à un Sénégalais et vice-versa. Et donc, ils m'ont très, très bien accueilli. Ils m'ont ouvert les bras. Imaginez qu'on a fait 19 rencontres en 4 jours. 19 rencontres en 4 jours. Toute la classe politique, quasiment, les grandes coalitions, tous les militaires qui à l'époque faisaient partie de la junte, etc., les organisations de la société civile, on a tout discuté, les processus électoraux, la réconciliation nationale au Mali, la mise en place des institutions, gouvernement, CNT, et mon ami et frère Makhtar Wane, Premier ministre, nous a accueillis les bras ouverts. Et donc, l'OIF a eu une très belle entrée au Mali, mais cette belle entrée a été encore valorisée davantage par le déplacement de Madame la secrétaire générale, Louise Mouchik Kiwabo, qui est venue elle-même, on lui a préparé une belle visite au Mali, elle a été très bien reçue par toutes les autorités, comme moi j'avais été reçu par le Premier ministre, le Président, etc. Donc, l'OIF a fait son entrée. Nous avons vu les problèmes. Il y a des problèmes. L'unité nationale et la réconciliation nationale restent des enjeux, mais l'organisation des élections dans les délais d'une transition de 18 mois, où on a déjà dépensé 4 mois dans le capital qui nous était donné, il reste 14 mois, c'est en mars 2022 qu'on doit avoir des élections au Mali, élections de sortie de crise. Avant ça, il y a des possibilités d'avoir un référendum constitutionnel 3 mois avant. Donc l'OIF, ce qu'elle peut faire immédiatement, c'est de déployer ses équipes techniques, et nous allons le faire. Nous allons en mission technique et politique à partir du 20 février, quelque chose comme ça, autour du 20 février. Nous allons retourner au Mali, et là, maintenant, c'est des discussions autour de la mise en place du dispositif électoral. Les aider pour la biométrie, le fichier électoral, les audits à faire,
les répartitions dans les circonscriptions électorales, etc., etc., le système des observateurs et tout. Et je dois dire qu'il y a un grand débat interne au Mali où beaucoup d'acteurs avaient semblé souhaiter avoir ce qu'on appelle un organe unique d'organisation des élections. Parce qu'ils ont actuellement 4 organes qui jouent un rôle important dans les élections. Ils veulent un organe unique. Bon, certains sont... Je crois que le grand nombre est pour, mais il y a quelques réticences. Et là aussi, peut-être l'OIF pourra aider dans les discussions. Comme un peu le système électoral ghanéen, où ils ont une commission électorale indépendante qui organise tout. Donc les Maliens semblent aller vers ça. Là aussi, on va les accompagner. Mais reste le grand débat national, la grande conversation. En tant qu'IPS, je dirais que si on n'utilise pas les 18 mois, si on utilise les 18 mois uniquement que pour des questions électorales, c'est comme on aura laissé l'ensemble des contradictions en place et on cherche le retour à l'ordre constitutionnel, ce qui est impératif, d'accord. Mais retour à l'ordre constitutionnel pour que le nouveau président amène tous les problèmes qui ont mené aux différents coups d'État et aux différentes transitions, ça, je pense qu'il faut faire très attention. Il faut attirer l'attention de nos frères et sœurs du Mali, parce que c'est souverainement qu'ils vont régler les problèmes maliano-maliens. Il faut que dans le cadre du CNT, que ce soit un organe pour discuter des nouvelles institutions, discuter la nouvelle constitution, mais discuter la réconciliation nationale. Les Maliens ont besoin de se réconcilier du nord au sud. Les Kidal et autres là, c'est le territoire malien. Et sur ça, il n'y a pas de compromis, il faut qu'on s'entende, mais il faut qu'ils soient aussi à l'aise. On ne peut pas forcer quelqu'un à être quelque chose s'il se sent exclu. Donc l'exclusion doit être mise de côté. Et le terrorisme. Le Mali est le foyer principal du terrorisme dans le Sahel. Et les djihadistes sont en train d'élargir le champ, de métastaser, ce que j'appelle métastase, parce qu'à côté, ils ont un puissant soutien, c'est les Boko Haram et l'État islamique au Nigeria. Et on nous annonce maintenant que ces gens-là, ces différents groupes de soutien à l'islam et aux musulmans, qu'ils veulent venir au Sénégal s'installer, ils veulent aller au Bénin s'installer. Le directeur général de la Sûreté française disait que la Côte d'Ivoire, le Bénin, tous ces pays du corridor là, pour aller vers l'océan Atlantique et tout, le golfe de Guinée, qu'ils sont intéressés et qu'ils sont en train de développer des plans. D'accord. Donc c'est devenu une urgence continentale. C'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, cette question sécuritaire, l'enjeu fait que, voilà, il y a des problèmes en perspective, puisqu'on a entendu la France dire, par exemple, qu'elle va réduire ses effectifs lors du prochain sommet du G5 Sahel. Finalement, qu'est-ce qu'on risque à partir de ce moment-là? Alors, c'est une véritable situation, disons, très, très critique. Certains Africains ont dit que la France quitte le Mali. Ils n'en veulent plus. Moi, j'aurais suivi une telle recommandation si, un, elle correspond à la volonté populaire, mais deux, et c'est très important, si l'alternative africaine était construite de façon solide. Malheureusement, on a construit le G5 dans une relative précipitation et avec des erreurs de départ. Au niveau de l'Institut panafricain de stratégie, nous l'avons dit, le G5 ne peut pas amputer le Sahel du Sénégal, du nord Nigeria, du nord Cameroun et d'autres pays. C'est pour ça que nous avons proposé la formule G5 plus 5. Rajouter le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun, le Maroc et l'Algérie. Parce que ces pays-là aussi doivent s'impliquer. Le Maroc a l'intelligence la plus développée du continent. L'Algérie a une solide expérience de la lutte contre le terrorisme. Le Sénégal est un pays modèle en termes de stabilité. Le Nigeria a les moyens, le Cameroun a les moyens. On peut peut-être même nous prendre en charge. Alors, c'est que le sommet G5 du N'Djamena, j'ai compris que c'est le 15 février prochain. Il est même question, je le dis sans aucune publicité, d'inviter l'IPS et peut-être même de nous donner la parole. Ce serait une chance inouïe de parler à nos leaders, de nos recherches et de ce qu'on voit venir et pourquoi la mutualisation devient inévitable, devient inéluctable. Il n'y a pas une autre solution. Alors maintenant, la France, pays partenaire. Moi, j'ai toujours dit que l'opération Serval, je n'avais aucun problème avec ça, c'était excellent. Que ce que j'appelle l'alliance franco-tchadienne. Parce que c'est cette alliance qui a libéré le Nord Mali. Ce n'est pas uniquement la France, ce n'est pas uniquement le Tchad, mais c'est ces deux pays. Pour moi, le Tchad a sauvé l'honneur de l'Afrique en sacrifiant ses enfants au Nord Mali. Et ça, c'était un acte de panafricanisme à saluer. Cela mis maintenant de côté, qu'est-ce qu'on arrive à quoi? La France veut, son opinion publique met la pression. Absolument. Son Assemblée nationale, son opposition met la pression. Parce qu'elle perd toujours des soldats. Hein, justement, les pays développés ont ce problème de accountability, ils rendent compte.
Et quand un soldat français meurt, c'est un événement national chez eux. Bon, nous, on est dans des postures de combat, de sacrifice, on comprend et tout, mais chez eux, c'est plus difficile. Ouais. Et les gens le disent, est-ce que ça vaut la peine d'aller se sacrifier dans le désert malien? On prend nos citoyens en otage, on tue nos soldats, et en plus, apparemment, il n'y a pas de reconnaissance. L'opinion publique est trop critique sur voilà, et les gens semblent nous dire dégager, les gens nous semblent nous dire partez, etc. Donc, à N'Djamena, ça pourrait être l'heure de vérité. L'heure de vérité, non pas côté français seulement. Je respecte leur stratégie, ils ont leur vision, ils ont leurs intérêts. Mais qu'en est-il des intérêts de l'Afrique? Est-ce que c'est notre vision que nous allons transformer en N'Djamena pour dire d'accord? Et je l'ai toujours défendu, Omar. Quand on aide quelqu'un, on ne peut pas être devant lui et il vous suit. Ça n'a aucun sens. Vous m'aidez, vous vous mettez derrière moi ou vous vous mettez à côté de moi. Mais vous ne pouvez pas être devant moi et moi je vous suis. La stratégie pour lutter contre le terrorisme dans le Sahel doit d'abord être étendue aux autres pays africains en termes de solidarité et d'engagement. Et ensuite, cette menace-là du retrait de la France, comment la transformer en opportunité pour l'Afrique? Pour qu'on ait une armée africaine. Même si c'est une armée de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique du Nord, qu'on ait une armée africaine, qu'on prenne ce problème... Ça aussi, c'était un chantier qui n'a pas abouti finalement. Voilà, mais le départ éventuel de la France, ou la réduction de ses effectifs, permettrait peut-être à la France de jouer comme le rôle des États-Unis. Soutien logistique, drones, avions de combat, intelligence, renseignement, financement. La France met 800 millions d'euros à 1 milliard d'euros par an sur Barkhane. Si elle mettait la moitié à la disposition des forces africaines, qui ont aussi des troupes d'élite capables de gérer ce problème, peut-être que l'Afrique pourrait accepter un affrontement global et total pour gérer la question du terrorisme et sans être peut-être géré de façon relativement paternaliste par des forces mieux formées, mieux engagées, mieux équipées et tout. Donc, l'Afrique, beaucoup d'amis français nous disent que l'Afrique prenne ses responsabilités. C'est le moment. Le sommet de N'Djamena devrait permettre que l'Afrique prenne ses responsabilités et garder une excellente relation de collaboration avec la France qui a une expérience et qui était là avec nous pendant 8 ans, voire 9 ans. Et ça, on ne peut pas cracher dessus, on doit s'en réjouir et maintenant développer un nouveau type de partenariat parce qu'ils avaient un partenariat militaire opérationnel. C'est comme ça qu'on l'appelait. On va avoir maintenant un partenariat où les Africains ont les bottes, comme on dit, les bottes sur le terrain, mènent eux-mêmes les combats avec l'appui de leurs amis. Et ça, moi, tout le monde sera plus à l'aise. Oui. Et l'Afrique sauvera l'Afrique. Faut-il que les moyens soient là? C'est ça, il faut que l'Afrique aide l'Afrique, l'Afrique sauve l'Afrique, l'Afrique libère l'Afrique. Et pour cela, il faut, comme tu dis, des sacrifices importants. Mais ça, il faut que nos États reviennent encore à Cheikh Anta Diop. La sécurité précède le développement. Si nous continuons à nier qu'il faut un budget conséquent pour la sécurité, la défense, l'intelligence, les renseignements et autres, si nous continuons à penser que ce n'est pas très important, nous allons en payer le prix. Donc il est urgent qu'on commence par nous-mêmes, mais que les partenaires aussi qui veulent éviter le terrorisme dans leur pays, qu'ils acceptent de contribuer, d'investir dans le combat de l'Afrique. Ce n'est pas le combat de l'Afrique, c'est un combat universel. Les terroristes ont décidé qu'ils ne peuvent pas rester en Asie, ils ne peuvent pas rester dans le Moyen-Orient, ils vont déplacer l'épicentre du terrorisme mondial en Afrique. Aujourd'hui, ils occupent une région du Mozambique, à côté des puits de gaz et de pétrole, qui s'appelle Cabo Delgado. Mais il y a des décapitations par jour, des nombres énormes, effrayants. Et je ne vois pas les pays, la SADC, s'organiser, développer une armée SADC et aller aider le Mozambique. De la même manière que le Tchad avait opéré en Nigeria, Cameroun, Niger, Mali, ils sont allés partout pour aider. Il faudrait que l'Afrique du Sud, qui a une puissante armée, puisse aussi jouer ce rôle-là. Mais je trouve que nous ne prenons pas encore assez au sérieux les questions de sécurité. Et nous négligeons le terrorisme, nous le sous-évaluons, nous le sous-estimons. Et ça leur permet, une fois, voilà que c'est des gens, quand ils s'installent, c'est fini, quoi. Mais ils sont là presque pour toujours. Donc, comment gérer cela, c'est extrêmement urgent. D'accord. Cheikh Anta Diop, justement, vous en parliez, 35 ans après sa disparition, que retenir de l'éminent professeur? J'avoue que hier, j'étais très séduit, enchanté même de voir le quotidien national mettre une belle photo de Cheikh Anta Diop et le célébrer. Je dois dire qu'en 2006, le président Wade avait accepté une proposition que j'avais faite pour que le communiqué du Conseil des ministres, le 6 février 2006, salue la mémoire de Cheikh Anta Diop. Je dis ça pour dire que notre pays, on ne peut pas avoir un trésor national comme ça, comme celui-là, Cheikh Anta. Mais aujourd'hui, plus aimé et respecté par la diaspora africaine,
parce qu'il leur a rendu leur dignité, leur fierté. Et que nous, Africains du continent, qu'on ne semble pas encore mesurer. Il y a des intellectuels qu'on appelle marginaux, sur la marge, qui continuent de parler de Cheikh Anta. Il y a de grands érudits comme Obenga, comme Molefi Asante aux États-Unis, qui continuent de parler de Cheikh Anta. Mais son propre pays doit célébrer sa vie et son œuvre. Cheikh Anta a tout donné au Sénégal et à l'Afrique. Aujourd'hui, si les gens ne savent pas ce que c'est que l'aliénation culturelle. Les gens ne savent pas ce que c'est qu'un peuple à qui on a dit qu'il n'avait aucune histoire, qu'il vivait dans la nuit noire. C'est pour ça qu'il ne portait pas des habits, qu'il était sauvage, qu'il était proche des singes, qu'il n'a rien contribué à l'histoire humaine. Et voilà quelqu'un, un Africain qui se lève, un scientifique comme eux. Et comme il disait, c'était science contre science. Hein, il faut que les jeunesses africaines soient armées de science jusqu'aux dents, comme disait Cheikh Anta Diop. En 1973, il a proposé que l'Afrique, qu'un groupe de scientifiques savants autour de lui, il dote l'Afrique d'une arme nucléaire, bombe atomique pour défendre l'Afrique. Ce monsieur est un très, très grand monsieur. Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral en Afrique noire, c'était à la fin début des années 60. Visionnaire, quand on a créé la CEDEAO, il dit, vous voyez, ils mettent encore l'économie devant au lieu de mettre la politique et l'unité. Ils se trompent et on va atteindre un moment où la CEDEAO ne pourra plus avancer. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, au nom du cheikh antaïsme et du kroumaïsme, nous proposons aujourd'hui la création des États-Unis d'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la Fédération des États de l'Afrique de l'Ouest. Chacun garde sa souveraineté. En lieu et place de la CEDEAO? En lieu et place de la CEDEAO. Parce que la CEDEAO, la Commission n'est plus suffisante par rapport aux défis de l'heure. Vous avez vu la crise malienne, comment elle a surpris la CEDEAO. L'attaque djihadiste en 2012, comment elle a désarmé la CEDEAO. On s'attendait à ce qu'il y ait une levée d'armées africaines de la CEDEAO, du Bénin, du Nigeria, du Sénégal, de la Guinée, du Togo, de partout, pour entrer au Mali, aider immédiatement le Mali. La Commission a atteint ses limites historiques. Je le dis vraiment avec beaucoup de respect pour les membres de la Commission. C'est des Africains dévoués, c'est des panafricanistes, partisans de l'intégration. Mais quand la structure vous lie les mains et vous limite, vous ne pouvez pas aller au-delà. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une CEDEAO politique où le leadership du Nigeria va s'affirmer davantage, le leadership du Ghana, du Sénégal, la Côte d'Ivoire et des autres pays tireront tous ensemble. Dès qu'on est constitué comme États-Unis, Fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, on est presque une puissance mondiale. On dépasse le PIB de l'Inde de très loin. Et on pourrait donc prétendre au banquet de l'universel, un peu plus. Et imaginez l'Afrique centrale, qui est 10 fois plus riche que l'Afrique de l'Ouest. Clinton disait que les biens potentiels entre le président Clinton, entre les deux Congo et le Gabon, c'est 31 000 milliards de dollars. Ouais. Je vous parlais de la dette africaine de 500 milliards de dollars. 31 000 milliards de dollars, plus que le budget des États-Unis, du Japon, de la Chine et de l'Inde combinés. Ouais. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller à l'unité politique des États de l'Afrique centrale, des États de l'Afrique de l'Ouest, du Nord, Maroc, Algérie, Égypte, Tunisie, Libye, dans une même fédération, tout de suite une autre puissance. L'Afrique aurait 5 entités qui seraient 5 sous-puissances mondiales, et ces 5 entités ensemble travailleront maintenant à la confédération qui nous mène aux États-Unis d'Afrique. J'y crois et on perd du temps avec cette balkanisation, avec ces chevauchées individuelles. Ça nous crée tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Donc il est temps d'être réaliste et d'arrêter les chevauchées individuelles et d'aller maintenant pour ce qui vraiment va constituer un grand bonheur pour Cheikh Anta Diop, Nkrumah et les Marcus Garvey, qui est l'unité africaine, la renaissance africaine. C'est urgent. On comprend en définitive que l'IPS, enfin Cheikh Anta Diop, est une source d'inspiration. 100%. Si vous venez à l'IPS, vous avez les 3 piliers du panafricanisme. Nkrumah, pour l'aspect politique, Cheikh Anta pour la renaissance africaine, scientifique et culturelle, et Marcus Garvey, qui a été le premier à prononcer « Vive les États-Unis d'Afrique », ce que les gens oublient. Et Garvey, qui avait des militants à Saint-Louis du Sénégal, à Rufisque, à Dakar, qui faisait envoyer ses journaux ici, qui est un grand patriote africain, et qui nous a rendu notre unité d'Africains en disant qu'il y a deux types d'Africains, mais tous africains. Les Africains dans le continent et les Africains à l'extérieur. Africans at home and Africans abroad. Donc, sous ce rapport, on ne peut pas négliger le fait que le Brésil a 110 millions de Noirs, 2e pays noir du monde après le Nigeria. Donc on a besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Absolument. Il faut qu'on leur renvoie une belle image d'unité de l'Afrique, une Afrique compétitive. Imagine une équipe de football africaine à l'époque avec El Hadji Diouf, Drogba et Eto'o.
on marque 10 buts par match, on gagne tous les matchs du monde. Personne ne peut... Aujourd'hui, on fait le bonheur de tous les grands championnats avec les Sadio Mané, les Michael Essien à l'époque et tout. L'Afrique unie sera non instoppable. Je ne sais pas si le mot existe ou non stoppable. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains pensent que ce n'est pas une bonne idée. Et malheureusement, il y a des Africains qui répètent cette idée. Mais 60 ans de chevauchée individuelle nous ont menés à cette situation. Et ça suffit à votre avis? Mais il n'y a pas un seul pays africain émergent après 60 ans de politique de balkanisation. L'agriculture, qui devait être notre priorité numéro 1 et notre force de frappe économique et mondiale, cette agriculture est en souffrance partout. Les Africains ont faim dans le continent le plus riche potentiellement au plan agricole. Ce n'est pas normal. Merci beaucoup. Merci, merci, docteur. Je ne vais pas terminer sur ce pas normal, mais je veux dire que l'espoir est permis. Absolument. Merci beaucoup, docteur Cheikh Tidiane Gadio. Merci d'être venu à cette émission. Mesdames, Messieurs, merci. Je rappelle que le docteur Cheikh Tidiane Gadio est ancien ministre des Affaires étrangères et président actuellement de l'Institut panafricain de stratégie et vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Merci. MPSL, oui, le parti. Du MPSL, voilà, du mouvement panafricain. Absolument. Merci, à dimanche prochain.